Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais pas trop si elle va être divertissante, amusante, parce que c'est un concept que j'ai l'impression peut-être que j'ai inventé. En tout cas, je l'ai pas forcément vu sur d'autres chaînes. Peut-être à raison, parce que c'est chiant et que c'est pas intéressant. Mais je vais quand même essayer. D'une part parce que je pense que ça peut être un bon exercice pour moi. On verra si ça passe. Alors d'où m'est venue l'idée de ce concept? En gros, j'adore parler des livres que j'aime beaucoup. J'adore conseiller des livres, j'adore essayer de partager des univers dans lesquels je me suis épanouie pour que les gens viennent m'y rejoindre. Le truc c'est que j'ai souvent tendance à parler au niveau de mes sensations et pas forcément au niveau de l'histoire de ce qui se passe réellement dans les romans à cause d'une raison particulière, c'est que j'ai du mal à résumer les livres parce que soit j'arrive pas à trouver les bons mots, parce que surtout j'ai une très mauvaise mémoire. Genre un livre que j'ai lu il y a quelques mois, je peux avoir oublié l'histoire, mais je me rappelle des sensations, des émotions qui m'ont traversé, je sais que ça a été puissant, je me rappelle des personnages qui m'ont marqué, mais au niveau de l'histoire, vraiment c'est pas le vide, mais c'est assez flou. C'est comme si tu sortais d'un rêve fiévreux et que tu n'arrivais pas à remettre les pièces du puzzle en place, quoi. Et donc dans cette vidéo-là, j'ai essayé de vous conseiller les livres sans esquiver l'exercice de les résumer. Donc ça va peut-être être assez brouillon parce que j'ai pioché que des livres que j'ai lus il y a déjà quelques années. Et ça va être en deux niveaux. Le premier niveau, c'est le plus light, sont les livres que j'ai lus pendant ma vie d'adulte, donc qui remonte pas à très très loin, même si pour moi, pour ma mauvaise mémoire, c'est assez loin. Dans un deuxième temps, je vais essayer de résumer des livres qui ont constitué des lectures de mon enfance. Et donc des livres, genre, j'en garde très 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 peu de souvenirs, j'en vois pas du tout. Donc je sais pas, peut-être qu'un miracle va s'opérer devant vos yeux et que je vais m'en souvenir. L'avantage pour vous, c'est que je vais essayer de vous conseiller des livres, peut-être pas de manière aussi efficace et constructive que dans mes autres vidéos, mais bon, voilà, au moins ça fait partie du jeu et je me dis peut-être que ça fera une vidéo un peu rigolote ou pas du tout. Bref. Je vais essayer de faire crescendo du plus facile entre guillemets au plus compliqué. Dans les livres que j'ai pu lire dans ma vie d'adulte et qui m'ont marqué, mais d'un point de vue sensation, émotion, peut-être personnage, mais pas forcément au niveau du résumé de l'histoire. Jade City de Fondali, j'ai lu les deux premiers tomes. Le deuxième tome, à la fin, j'étais un peu lu en diagonale parce que je m'en lassais un peu. Et il me reste le troisième tome parce que j'ai envie de finir cette saga. Le truc, c'est que le premier tome remonte à pas mal de temps dans mon expérience de lecture. J'en ai fait un vlog complet sur le premier tome si ça vous intéresse. Je le mettrai en barre d'infos. Je vais essayer de le résumer pour voir si je pourrais attaquer le tome 3 ou peut-être à partir du tome 2. Comme ça, je perds pas trop de temps à relire le tome 1. Alors, je pense que celui-là, ça va être assez facile pour moi pour résumer parce que comme il est sorti en France assez récemment, j'ai vu pas mal de personnes qui le résumaient, qui racontaient l'histoire dans leur chronique lecture, donc ça va, ça m'a ravivé quelques souvenirs. Il se situe dans une sorte de Chine revisitée à la façon fantasy fantastique, où le pouvoir du jade permet aux deux clans, ou à un clan, je ne me rappelle plus, à un clan au moins, d'avoir des super pouvoirs, sauf que ça peut altérer leur sanité et leur esprit mental et s'ils en consomment trop. Ils sont en rivalité, en hostilité avec un autre clan pour le pouvoir sur leur territoire. C'est un jeu de combat de territoire. Et dans la famille qu'on suit, il y a différents profils. Il y a le profil de l'aîné qui a la charge du clan et qui a également la pression, je crois, du grand-père qui le comparait souvent à l'ancien chef qui était son père au jeune homme. Et du coup, il a la pression de la famille. T'en as un autre, c'est le frère plus jeune. Lui, c'est un peu un papillon spontané, assez impulsif. Il a une petite amie. Et t'as une femme, la sœur. Elle, je me rappelle, elle était trop badass. Elle était partie faire les études à l'étranger. Et du coup, le jeune frère, il prend ça comme un signe de trahison. Genre, il est un peu rassuré, il est un peu en mode smuggy quand elle revient parce qu'elle a abandonné ses études ou quoi, parce que ça n'a pas trop marché à l'étranger. Et du coup, le garçon, il essaye de l'enfermer de nouveau un peu dans cette responsabilité vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis du fait de respecter sa pédophilia, de respecter l'honneur de son clan en agissant en faveur de son clan plutôt qu'en faveur de ses ambitions personnelles à elle. Et il y a un cousin, un jeune cousin aussi, je sais plus, bref, voilà. Et à un moment, je me rappelle du gros drame en plein milieu en plein milieu du tome 1. Voilà, et après il y a de la vengeance, etc.
Pour celles et ceux qui l'ont déjà lu, dites-moi si c'est correct, si j'ai oublié des choses. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, est-ce que ça vous a donné envie? J'avoue, en fait, genre, je suis pas motivée quand je suis en train de résumer, je suis en mode oui, alors il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors que quand je parle de ce que j'ai aimé concrètement, même si c'est pas autour de l'histoire principale, bah, j'ai plus de vie en moi. Deuxième livre, L'été de Summerloss, d'Ali Kondi, publié chez Gallimard Jeunesse. Ça a été un gros coup de cœur. Ça a été ma première ou deuxième lecture préférée d'une année en particulier. Je ne me rappelle plus, 2021, 2022, je sais plus. C'est une histoire sur le deuil. En fait, on va suivre une famille, l'héroïne avec son petit frère et sa mère, qui vont déménager après le décès de son père et d'un de leurs frères, je crois. Ouais, c'est hyper hard. Ils vont déménager dans une espèce de cambrousse. En tout cas, c'est un petit village. Et ils vont essayer de refaire leur vie là-bas. Et l'héroïne, elle va se lier d'amitié avec un garçon. Ils vont participer à une pièce de théâtre. Enfin, en tout cas, peut-être à l'organisation. En tout cas, il y a du théâtre. Ah oui, et en fait, dans la salle de théâtre, il y a une légende comme quoi il y a une espèce de fantôme qui déambule parfois la nuit. Et du coup, eux, ils vont essayer de débunker ce mystère. Le plus marquant, c'est vraiment l'amitié entre le garçon et la fille. J'essaye en fait de tempérer pour pas sortir du résumé et de me contenter de parler de mes émotions parce que sinon, bah, c'est pas le but du jeu. Le plus important, donc, ce sont les liens. Comment l'histoire profite au lien entre la fille et le mec. Qui reste une amitié, et ça j'ai beaucoup aimé parce que en même temps c'est des jeunes, tu vois, mais j'aime pas le fait qu'on romantise à chaque fois les relations hétéros. Là c'est vraiment de l'amitié pure et c'est tout aussi puissant, voire plus. Et également on développe les liens qui sont de plus renforcés, soudés entre les membres de la famille de l'héroïne. C'est très important. Et voilà, en fait toute l'aventure autour, on dirait vraiment une métaphore autour du deuil, autour de l'amour entre les personnes. Et voilà. C'est dur à résumer parce qu'en vrai, il se passe pas grand chose, c'est très lent, mais il faut le vivre en fait. Et moi, je l'avais lu, et à la fin, j'étais en mode, mais en fait, il n'y a pas grand chose, mais je ressentais quand même une puissance en moi. C'était vif. Bref, là, je partais dans la critique. Oh, désolée. La saga de Reine de Cendre de Erika Johansson, publiée chez Le Livre de Poche. Alors, wow, lui aussi, j'avais beaucoup aimé. Alors, en gros, oui, c'est ça. On a une jeune fille, une jeune femme, qui a été adoptée. Je sais pas si au début elle savait qu'elle était adoptée, genre par son oncle, par sa tante ou quoi. Et en fait, elle a été cachée parce qu'elle était l'héritière légitime au pouvoir. Et sa mère, elle, a été destituée, a été chassée parce que c'était pas une bonne souveraine. À un moment donné, il y a le garde du corps, l'ancien garde du corps officiel de sa mère qui vient la chercher elle pour dire que il est temps qu'elle reprenne le pouvoir. C'est l'histoire de son règne, l'histoire du fait que comment elle peut asseoir son autorité alors que sa mère à elle n'était pas très appréciée. Également au début, l'héroïne est décrite comme pas forcément belle, elle a du poids, donc voilà, les gens ont du mal à la prendre au sérieux parce qu'ils font preuve de grossophobie, etc. Donc comment elle arrive à faire ses preuves et à gagner leur respect et leur loyauté. Et vraiment, j'allais dire c'est trop bien, mais c'est pas pertinent dans cette vidéo. Mais après, dans les tomes 2 et 3, ça part en cacahuète parce que ça prend une tournure particulière. Genre, c'est pas. Au début, tu penses que t'es dans une fantaisie pure et dure, et au final, t'es. Voilà, bon, mais le tome 1, c'est une histoire autour du règne d'une femme qui doit faire ses preuves, gagner respect et qui est trop badass, voilà. La duologie de Calam de Paul Béant, publiée chez Brajlon. Alors, oh mon dieu, c'est une histoire à double temporalité. D'un côté, on se situe dans le présent. C'est ça. Oh, j'aime trop parce qu'en fait, une fois que je commence à parler, les souvenirs me reviennent. C'est bien, c'est très efficace. Faudrait que je parle toute seule parfois, à chaque fois, quand j'essaie de reprendre des séries et je sais pas trop. Bref, ça a double temporalité. Au début, on est avec l'héroïne qui est en prison et il y a quelqu'un comme une espèce de conteur qui vient recueillir son histoire à elle parce que son histoire à elle est liée avec le destin d'une légende, d'un homme qui est considéré comme légendaire, comme épique. Ça se dit pas qu'un homme soit épique. Enfin, en tout cas, que son histoire est épique et
est considéré vraiment comme un mythe à lui seul. Elle, du coup, elle va dérouler son histoire, elle va dérouler sa rencontre avec cet homme-là, cet homme qui est dépressif, qui est très mélancolique, très solitaire, et elle, elle éprouve pas de l'attirance comme on pourrait s'y attendre dans une romance ou quoi, mais il y a quelque chose qui l'attire chez lui, et elle essaie de gagner son approbation, de gagner son attention. Du coup, elle va le suivre dans ses aventures. Il est à la recherche de quelque chose. Il y a les révélations qui me reviennent en tête. Je suis en mode, mais non, oh, mais c'était vrai, encore une fois. Oh mon dieu. Oh, oh, j'ai tellement pleuré à la fin du tome 2. Ah, et la fin du tome 1, il est incroyable. Paul Béan, Calam. Du coup, elle va le suivre. Lui, à la recherche de quelque chose. Et voilà. Et en même temps, attends, c'est un spoil ou pas si je le dis? Dans le présent, pendant qu'elle le raconte, cette histoire, il va se passer un truc parce que comme elle est en prison, bah, on pense que c'est terminé pour elle, mais non, en fait, il y a quelque chose qui remue dans les entrailles de cette prison, quoi. Au vu de mes réactions très tempérées, voilà, je peux vous dire que c'est assez chouette. Bon, oh, cette saga-là, ouais, ça me saoule parce que j'ai acheté pratiquement tous les tomes et j'ai toujours pas continué. L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel, publié chez Gallimard. J'avais un coup de cœur pour le tome 1, et après les autres tomes, ça s'est pas mal essoufflé au niveau de mon intérêt parce que, je sais pas, je trouve que c'était peut-être un peu répétitif ou quoi. Mais franchement, le tome 1, mais de quoi ça parle déjà? Est-ce que je vais pouvoir continuer sans repasser par le tome 1? Il me semble que, au vu du titre, ça me rappelle un peu quelques bribes de souvenirs. On est dans un monde où les enfants, c'est ça, où les enfants sont dotés de capacités magiques et en fait ils doivent passer des épreuves au bout d'un moment pour pouvoir être intégrés officiellement à la société comme membre utile à la communauté. Et notre héros, lui, n'a pas de pouvoir et donc il est discriminé, il est jugé à cause de ça. Il essaye de, je crois, faire des rituels ou d'employer tous les moyens possibles pour quand même pour être utile, pour pouvoir quand même se battre, mais il n'est pas pris au sérieux. Et est-ce qu'il va avoir des pouvoirs? Bonne question. Je crois qu'à un moment, si, peut-être un peu. Mais au début, c'est vraiment au niveau de son ingéniosité. Il me semble que genre il fait des plans, il fait des stratégies et c'est assez satisfaisant à voir parce que grâce à ça, il arrive quand même à battre les autres. Il y a une femme qui a son propre one-shot d'ailleurs aussi. Fairfax, je sais pas, mais en tout cas une femme qui me rappelait pas mal la femme dans la planète au trésor, là, l'être un peu hybride, anthropomorphisé, je sais plus. Elle est rousse et ah oui, oh c'est ça. Attendez, je vous rappelle. En gros, c'est bon. Le mec, du coup, l'enfant, il a une sœur, une petite sœur qui est une prodige contrairement à lui. Elle est hyper, voilà, elle est hyper forte au niveau de la magie et du coup, c'est un peu la chouchou de la famille. Le gars, lui, il se sent un peu rejeté. À un moment, sa famille, ses parents le trahissent en quelque sorte. Et du coup, lui, il va partir à l'aventure, il va fuir et il va fuir avec une nouvelle Found Family et dont il y a la meuf rousse qui est trop badass, d'après mes souvenirs, avec une autre créature ou juste un homme. Dans mes souvenirs, il était un peu court sur pattes, mais est-ce que c'est juste parce que je sais. Et il est aussi amoureux d'une fille. Et il a un rival aussi. Il devient quoi ce rival? Il a pas genre un destin ultra tragique? Je sais pas, mais j'avais trop aimé. Ah, mais je me rappelle la fin, elle était cool aussi. Bref, est-ce que je vous ai donné envie? Mais en vrai, faudrait que je le reprenne parce que j'avais bien aimé, mais les tomes 2 et 3, ils m'ont fatigué. Ouais, mais j'ai le tome 4, 5, 6, etc. là, donc faudrait que je m'y remette. Et dernier livre de ma vie d'adulte, une saga que j'aimerais bien continuer, mais j'avoue le tome 2, j'ai même pas réussi à le finir, ça m'a un peu essoufflé, encore une fois. C'est Cavalier Vert de Kristen Britton, publié chez Milady. L'héroïne, elle vient d'une famille noble. Elle est un peu chouchoutée par son père, en tout cas son père est rigolo, genre il l'aime, elle l'aime. Elle me rappelait un peu peut-être Lady Oscar, dans le sens où elle est grave badass à cheval et qu'elle sait se battre. Je sais pas, oh j'ai tout oublié.
Je me rappelle juste qu'il y avait un cast féminin grave stylé. En fait, soit c'était des nobles ou des personnes plus modestes, socialement parlant, ou quoi, mais dans tous les cas, elles étaient nobles à leur façon, elles étaient dignes de respect, elles étaient fortes à leur façon, de plusieurs façons différentes. Il y avait cette sororité également qui s'est développée, en tout cas dans mon imagination, mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas, mais en tout cas, il y avait une vague de ce genre-là où j'étais en mode, ouais, je vois des femmes qui se soutiennent entre elles, et j'aimais trop, mais sinon, au niveau de l'histoire, je me rappelle plus. Je sais qu'il y avait des mecs aussi. Je crois qu'il y avait peut-être un mec qui était drôle un peu. Oh, genre, il y avait peut-être quelqu'un qui voulait asservir un royaume, et du coup, elle va partir à cheval pour aller sauver le royaume. Je crois que c'est très bancal, c'est même pas ça. Je sais même pas si elle a la magie, je m'en rappelle même plus. Bref, mais lisez-le, parce que je crois que c'est un récit quand même féministe, quand même, ça va. On va passer à l'étape supérieure, qui est constituée de livres de mon enfance / adolescence. Des livres, j'ai quasiment plus trop de souvenirs. On va commencer du plus light au plus sévère. Toby Lowness de Timothée de Fonbelle, publié ici chez Folio Junior. Pour petite anecdote, j'avais remporté lors d'un concours de lecture en 6ème, j'étais arrivée première et j'avais gagné plein de livres et un appareil photo que j'ai classé depuis, c'est horrible. Je suis trop deg. Dont ce livre-là, dans ce lot. Et en fait, plus le temps avançait pendant mes années de collège, plus j'étais en mode ce livre, il a l'air trop gamin en fait, je pourrais pas le lire, je vais m'ennuyer. Du coup, j'ai laissé de côté. Et en première, quand j'avais 16 ans, j'ai eu une illumination. J'étais en mode, tiens, ce livre, pourquoi pas, pourquoi pas. Et j'ai été foudroyée d'émotions. J'ai été bouleversée. J'étais en mode, mais j'étais bête au collège. Je pensais être trop mature alors que c'est un récit universel, c'est un récit à lire à tous les âges. J'étais tombée amoureuse de la plume du coup de Timothée de Fonbelle. Ensuite, il y avait Van Gogh. Et waouh. Et Toby Lowness, de manière plus concrète, ça parle de quoi? On vit dans une espèce de grand arbre, en tout cas dans la forêt, et on suit des personnes toutes minuscules qui vivent dans cet arbre ou dans différents arbres, je ne me rappelle plus. Toby Lowness, il vient d'une famille aimante, mais ses parents vont être capturés à un moment, je crois, et du coup, lui va partir à leur recherche. D'un autre côté, je crois qu'il y a une rébellion qui se met en place parce qu'ils sont sous l'autorité d'un pouvoir totalitaire, tyrannique. Ensuite, Toby, il a également une amoureuse. À un moment, il va essayer de la sauver, ou alors ça, c'est dans le tome 2. Et il va avoir un ancien ami qui va être corrompu. Et voilà. Mais je sais que j'avais marqué dans mon carnet de citations plein de phrases autour de la révolution, autour de la rébellion, de la liberté. C'est un truc qui est très prégnant dans ce récit. Il y a plein de points de vue aussi. On suit Toby dans cette quête pour sauver ses parents. Ça se peut, c'est même pas ses parents qui le sauvent. J'ai un flash de ses parents dans une prison et son père qui essaie d'insuffler le désir, la volonté de rébellion aux autres prisonniers, je crois. Je sais plus. Et on suit ça. Et d'autre part, on a une vue d'ensemble plus générale de ce qui se déroule dans ces feuillages autour de la rébellion, de la révolte, des résistants ou alors de ceux qui vont se complaire dans l'obéissance aveugle et qui vont trahir les leurs pour obtenir compensation de l'autorité au pouvoir. J'espère que je vous ai convaincu. Ce livre c'est un peu de la triche parce que je l'ai relu il y a quelques années, donc à ma vie d'adulte, parce que ça a été... Faudrait que je fasse un vlog entier sur cette trilogie parce que c'est la lecture qui m'a donné envie d'écrire mon premier roman, mais à tel point que, enfin mon premier roman, le premier chapitre de mon histoire, que j'avais développé dans mon imaginaire quand j'avais 9-10 ans. Donc ça constitue une énorme place dans ma vie. C'est Brave Story de Miyoki Miyabe, puis chez Pocket Jeunesse. Je crois que ça vient d'un jeu vidéo et il y a également un anime, mais j'ai lu que en roman. Je me rappelle de quand même plusieurs choses. D'une part parce que, comme j'ai dit, j'ai pu le relire il y a quelques années. Et d'autre part parce que lors de ma première fiction, j'ai plagié énormément d'éléments qui étaient inscrits dans ce récit-là. Genre vraiment, c'était même pas de l'inspiration, c'était du plagiat pur et dur. Après j'avais 9-10 ans, pardonnez-moi. Okay. C'est un peu comme un isekai, je crois, où donc on suit un jeune garçon qui est à l'école. Je crois que c'est compliqué avec son père, je sais pas pourquoi, mais en tout cas sa situation familiale est pas très évidente. Il y a un nouvel élève qui va débarquer dans son école, qui n'est pas tout à fait normal,
et qui vient, je crois, d'un monde parallèle. Je crois que c'est un magicien, un truc comme ça. Et le héros, à force de le suivre, il va être entraîné également dans ce monde-là. Comme vous voyez, voilà, il va se battre et tout. Il y a un ancien bâtiment aussi en ruine. Je crois que c'est là où il y a le portail pour accéder au monde magique. Je crois qu'il y a une silhouette noire aussi. Ça, j'avais incorporé dans mon récit en mode c'est l'antagoniste, mystérieux, on ne sait pas d'où il sort, voilà. Et je crois que ça vient directement de là. Genre, il y a une silhouette noire qui rôde, qui semble malveillante, qui est menaçante. Et c'est quoi le but du mec? Je sais pas du tout. Mais je le relirai un de ces quatre. La vague nostalgique va m'assaillir à ce moment-là. Ça va être trop cool. Je sais plus c'est quoi le but. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va tomber malade et va devoir trouver un remède. Je sais plus. Waouh. Les deux derniers, oh ça va être ardos. Oh j'ai aucun souvenir là. Peut-être que là, si je commence à parler, je vais avoir des souvenirs, je sais plus. Le chagrin du roi mort de Jean-Claude Mourleva, publié chez Gallimard. Il est tout neuf. Cette édition, je ne l'ai pas encore lu, mais j'avais acheté parce qu'il y avait la dédicace, parce que c'était en rencontre avec Jean-Claude Mourleva. Mais j'avais lu quand j'étais au collège, début collège. J'avais beaucoup aimé parce que la fin, elle est amère. Je me rappelle, elle était cool. Et d'ailleurs, l'auteur, il avait dit que justement, les gens avaient moins aimé le chagrin du roi mort à cause de cette fin amère, à cause de cette fin un peu ouverte, où il y a un ton un peu inachevé. Mais moi j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a pris à la gorge. Bref, de quoi ça parle? Je crois... Ah, il n'y a pas deux frères? Non, il y a deux amis. Et en gros, le roi il va mourir. Jusque-là, tout va bien. C'est l'hiver. Jusqu'ici, tout va bien. Et... En fait, j'ai l'impression... J'imagine la Narnia. Parce que comme il y a de la neige, un moment Aslan, le roi... il meurt, j'espère que c'est pas un spoil, mais après vous avez 1 milliard d'années pour le regarder. J'imagine un lion, mais je crois pas qu'il y a un lion. C'est plus... Le roi il va mourir et du coup ça a bouleversé l'ordre de l'univers, ou plutôt de la ville. Et il va y avoir un exode, je crois. En tout cas ils vont voyager. Les personnages ils vont se séparer au bout d'un moment. Il y a des histoires d'amour. Ça je me rappelle, je m'en foutais. Je voulais voir si... les deux amis allaient se réunir. Et je confonds pas mal avec le combat d'hiver parce que, pareil, ça se situe dans une atmosphère très hivernale. C'est 2 mecs et 2 filles. Là, je crois qu'il n'y a que 2 mecs. Il y a une famille. Je crois que peut-être leur famille, elle est décimée ou quoi. En tout cas, ils doivent fuir. Ah, c'est pas possible. Vous me permettez, je lis le résumé comme ça, je vois à quel point j'avais juste au fond. Alex et Briscoe, 2 frères inséparables. Donc, c'était 2 frères. Ouais, je m'accorde un demi-point parce que j'ai dit que c'était 2 amis, mais 2 frères inséparables, c'est comme des amis, vivent heureux au royaume glacé de Petite Terre. Mais lorsque le vieux roi meurt, la paix de l'île se retrouve menacée. J'avais dit, ok. Briscoe est brutalement enlevé et l'ambitieux Gerolf prend le pouvoir. Ok, il y a un pouvoir tyrannique. Les années passent, les 2 frères devenus hommes, sont jetés dans la terrible guerre de conquête sur le continent. Une bouleversante histoire de fraternité, d'amour et de trahison. Ah oui, c'est vrai, genre ils grandissent et en fait pendant tout le long on sait pas s'ils vont se réunir. Ah ouais, ça va, j'avais un peu juste. Franchement, pour une lecture qui remonte à, je sais pas, 15 ans, ça va. Et le dernier, ça a été, je crois, mon livre préféré quand j'étais gamine, vraiment, parce que je pense que j'ai lu pas mal de fois. Waouh, je suis contente de l'avoir encore, waouh. C'est Verte, et je pense que c'est pas inconnu à certaines personnes d'entre vous, surtout si vous êtes de ma génération. Verte de Marie Desplechin, publié chez l'École des loisirs. Verte. Je crois qu'à un moment, il y a pas une héroïne, une fille qui s'appelle Rose, je sais plus. Verte, du coup, elle est à l'école, elle est très rêveuse. Il y a sa relation avec sa mère qui est développée. Attendez, sa mère, elle est chimiste. On suit sa vie à l'école avec ses amitiés, ses amours, ses secrets, ses notes de classe. Il n'y a pas un côté fantastique, genre l'imagination. Je vais lire le résumé, on va voir combien j'ai juste. Ah, ouais, j'avais totalement oublié. À 11 ans, la petite Verte ne montre toujours aucun talent pour la sorcellerie.
Ah, c'est comme l'anti-magicien. Mais du coup, on est dans un monde magique. Oh, j'avais totalement oublié. Pire que cela, elle dit qu'elle veut être quelqu'un de normal et se marier. Elle semble aussi s'intéresser aux garçons de sa classe et ne cache pas son dégoût lorsqu'elle voit mijoter un bruit destiné à empoisonner le chien des voisins. Ok, sa mère, Ursule, est consternée. C'est si important pour une sorcière de transmettre le métier à sa fille. Elle n'est pas chimiste, elle est sorcière. En dernier ressort, elle décide de confier Verte une journée par semaine à sa grand-mère, Anna Stabot. Ah ouais, je me rappelle, puisqu'elles ont l'air de si bien s'entendre. Dès la première séance, les résultats sont excellents. On peut même dire qu'ils dépassent les espérances d'Ursule. Un peu trop peut-être. J'ai aucun souvenir de magie. J'ai aucun souvenir. Quoique maintenant qu'on en parle. Mais je vais faire une vidéo, je pense, où je relis les livres de mon enfance, adolescence. Waouh, oh, ça serait trop bien. Ah, j'ai hâte. Waouh. Et c'était genre mon livre préféré quand j'étais gamine, je crois. Et il y en a d'autres aussi. Attendez, je vais essayer d'autres avec d'autres livres. Donc, alors, ces 3 livres-là aussi, c'était des livres de mon enfance et j'en ai aucun souvenir, mais je sais. Anna et le Père Noël de Jacques Mazot, publié chez... J'ai rien du tout, ok. Il y a des images. Si, j'avais lu, en plus j'avais bien aimé. Anna et le Père Noël. Il y a Anna avec... elle a des jouets qui prennent vie, peut-être. Je suis curieuse. Là, je vais plus me casser la tête, je vais lire le résumé. Anna est une adorable petite fille, pleine de charme et de malice. Elle aime les histoires, les écouter et aussi les inventer. Elle vit heureuse avec ses parents dans un joli chalet, jusqu'au jour de Noël où son papa quitte la maison. Maman parle de disputes, mais Anna, au fond de son lit, interroge son meilleur ami, l'ours Kalinou, et ils sont d'accord. Papa est allé retrouver le Père Noël pour offrir des cadeaux à Anna. La petite fille décide de partir à leur rencontre avec Kalinou. Dans leur périple, ils seront aidés par Cabotin, le chien des voisins, la bande de peluches du magasin de jouets, Lupina, la louve qui protège la forêt et bien d'autres compères. La route est longue. Trouveront-ils le refuge du Père Noël avant le grand départ pour la distribution des jouets? Mais c'est hyper triste. Conte à l'envers aussi. Conte à l'envers, c'est un recueil de contes, mais de manière déformée, twistée. Le petit chaperon rouge, Blanche-Neige et tout. Je crois. Ouais, voici 5 contes classiques minutieusement démontés, confrontés aux réalités d'aujourd'hui, ironiquement remontés et illustrés avec humour. La belle histoire de Blanche-Neige, le petit chaperon bleu marine, le don de la fée Mirobola, la belle aux doigts bruyants et conte à rebours. De Dumas et Moissart, publié chez École des loisirs. Ça peut être cool. Je me rappelle les illustrations aussi. Oh, la vague de nostalgie là. Et le dernier, je pense que ça tout le monde le connaît, c'est un classique. La 6e de Susie Morgenstern, publié chez l'École des loisirs. J'imagine qu'on suit une classe de 6e. Je crois que ça aussi j'avais bien aimé. C'est officiel. Margot tient la lettre entre ses mains. Elle est admise en 6e au collège du Parc des Grands Pins. Enfin, elle sera lycéenne, elle sera grande. J'ai la flemme de lire le résumé, il est super long. Mais c'est un classique et... Ok. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ou en tout cas, je vous ai donné envie un peu de lire certains livres, certaines sagas. Même si ça a été assez brouillon. En vrai, ça va parce que je me sens toujours que quand je commence à parler, en fait, les idées viennent au fur et à mesure. Et ça surgit dans un flow assez spontané, assez... immédiat, donc ça va, assez immédiat, le nombre de bugs que j'ai eu. J'espère que c'était cool. Merci infiniment de m'avoir supporté, d'avoir supporté mon babillage, mes tentatives maladroites de résumer jusqu'au bout. Je sais pas s'il y en a, enfin je pense, mais si vous avez également ce problème-là, à savoir, il y a des livres que vous avez trop envie de conseiller, mais vous avez totalement oublié l'histoire, donc voilà, ça peut être assez un frein. Merci infiniment encore une fois et j'espère vous retrouver pour d'autres nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!